responsable en gros du 574 centre et ouest du groupe SNCF. Alors c'est la maison du digital du groupe SNCF en Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire. Donc en clair, je représente la direction numérique du groupe sur ces 3 régions-là. Et on est situé pour la maison physique à côté de la H-Arena, pour ceux qui se situent, à côté du stade Marcel Sopin. On a le rez-de-chaussée d'un bâtiment où on a toute la BPI qui est présente. Et dans ce lieu-là, on accueille des externes comme des internes. On fait voilà, tout un tas de confs, d'ateliers d'idéation, de qualification de solutions. On reçoit aussi des écoles, des institutionnels. Bref, c'est un lieu qui vit toute la semaine et on a aussi des démos. Et notamment, si on parle tech et notamment IA, en ce moment, là, on teste un truc qui est une première en France, qui va arriver en gare, en POC, à partir du 23 juin. C'est en gros un CV maton, pour ceux qui sont... je brode un tout petit peu avant d'enchaîner, comme j'ai quelques minutes supplémentaires, hein, je me permets. Et ce CV maton, là, c'est en gros, vous avez 15% des gens qui ne savent pas faire un CV, qui sont loin du numérique, loin vraiment de tous les codes en fait, de l'emploi. Et l'idée, c'est qu'ils vont rentrer dans le CV maton, ça s'apparente à un photomaton. Ils vont pitcher leur vie, leur œuvre, s'ils ont un permis, pas de permis, s'ils ont des passions ou pas. Et en 10 minutes, ils vont avoir un CV qui va être fait, et en 30 secondes derrière, une proposition de 3 offres de poste. Si ça matche bien, bien sûr, celui qui veut être boucher charcutier vegan, il n'aura peut-être pas d'offre de poste qui sera proposée, mais il aura la possibilité d'être recontacté derrière. Donc c'est un truc tout nouveau, vous avez vraiment le CV et tout, et on va pitcher ça à Vivatech la semaine prochaine, justement, avec la start-up concernée. Et juste pour vous dire, le groupe SNCF et la solution Sidex, pour vous donner un peu le contexte, c'est pas évident pour une start-up quand on est en fait à chercher des interlocuteurs pour rentrer dans des grands groupes. Et typiquement, c'est le cas chez SNCF. Quand on veut toquer à la porte en tant que start-up d'une structure pour proposer sa solution, on se retrouve confronté aux 12 travaux d'Astérix, où on va aller de bureau en bureau, on va se retrouver baladé, etc. Et la première démarche, et le plus important, c'est d'essayer de trouver tout de suite la possibilité d'avoir un facilitateur en interne au groupe pour faire des mises en relation. Alors, le 574, vous voyez la map de toutes les sociétés du groupe, on preste pour l'ensemble de ces sociétés-là. Donc nous, on a la vue sur tous les dirigeants de ces sociétés-là dans les territoires. Donc quand une start-up vient toquer à la porte du 574, obligatoirement, nous, on peut rediriger si on estime qu'il y a une création de valeur potentielle pour le groupe. Donc on fait une préqualification quand même, on n'envoie pas tous les contacts directement aux gens concernés, mais sachez que et c'était un peu le message de la conf, si Inès avait été là, c'est de se dire, finalement, le 574, c'est un bon point d'entrée quand on a des gens qui proposent des solutions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous aussi, on a tout intérêt à favoriser ça. C'est-à-dire que le fait de prendre des partenariats French Tech sur les 3 régions, le fait d'être chez ADN West, partenaire de cette structure qui est une association, en gros, d'entrepreneurs du numérique, la plus importante de France, hors Île-de-France, je crois qu'il y a 800 membres maintenant. Le fait d'avoir des partenariats avec French Tech et ce genre d'assos, nous, ça nous permet aussi de sourcer en avant-première vis-à-vis de nos concurrents des solutions et pouvoir essayer de les poker, de voir comment on peut les mettre au sein du groupe et créer des experts créatrices de valeur. Et en contrepartie, les startups peuvent directement toquer à ma porte et avoir ces éléments directement avec nous et ensuite le go-between qui va bien. Juste pour info, le groupe SNCF, maintenant, c'est un mastodonte. Hein. On est plus de 290 000 collaborateurs et on fait plus de 43 milliards de chiffre d'affaires. Un truc très important, c'est que en 2024, on a fait plus de 16 milliards d'achats et 97%, en gros, c'était pour des entreprises françaises, des PME. Et régulièrement, en région, on va à la recherche de nouveaux fournisseurs. Et moi, ça m'arrive de faire des festivals dans tous les sens, que ce soit en Bretagne, Centre Val de Loire ou Pays de la Loire, et de mettre parfois en relation des startups, des fournisseurs de hardware ou autres, en lien avec les achats SNCF. Et c'est arrivé récemment là, à Rennes, à l'Imagine Summit, qui est un gros salon du numérique. Le fait de pouvoir mettre des solutions comme ça directement dans les mains des achats et de pouvoir, pareil, expérimenter des choses. Donc tout ça pour vous dire que le groupe SNCF, c'est un gros truc. Et donc, trouver le bon interlocuteur, pour revenir sur ce que je disais en intro, c'est vraiment la clé. Et juste le numérique SNCF, là, on est quand même dans un événement tech, c'est 4500 collaborateurs. Et rien qu'à Nantes, on a 1250 cheminots qui sont
ingénieur informaticien, chef de projet, architecte informatique, urbaniste informatique, responsable solution, etc. 1250. Ne serait-ce que quand vous allez à côté de la gare Sud, près des loueurs de voitures, là, vous avez les équipes de SNCF Connect and Tech, la DSI en gros de notre site de e-commerce Connect, qui est présente avec la DSI TGV dans les mêmes locaux. Vous avez d'autres DSI qui sont présentes à côté de la Tour Lu. Bref, vous avez vraiment un écosystème IT qui est important côté SNCF. Donc, quand vous toquez à ma porte, et bien, derrière, j'ai tout un tas d'interlocuteurs dans ces fameuses DSI, dans ces filiales aussi, comme Avancial, qui est une filiale qui fait du test des recettes utilisateurs, etc. Et nous, on est rattaché directement à la holding. C'est pour ça qu'on preste pour l'ensemble des personnes. Et côté 574, quand on n'a pas la solution en interne via nos fabs que vous voyez apparaître à l'écran, c'est là qu'on va toquer à la porte des startups, qu'on va toquer à la porte des boîtes qui produisent des solutions, de la French Tech et autres, pour avoir des choses sur étagère. Et j'arrive sur le sujet Sidex. Comment on a rencontré Sidex? Et c'est une solution vraiment qu'on a poké au sein du groupe à partir de 2023, fin 2023, auprès de 50 bêta-testeurs. C'est vraiment une solution dédiée à l'IA pour faciliter la prise de notes en réunion, en gros se concentrer exclusivement sur les rencontres sous Teams notamment que l'on peut faire, et avec un bot qu'on invite dans la rencontre sous Teams et qui permet voilà, de prendre des notes, d'assurer la transcription de tout ce qu'on raconte, et surtout derrière avec les templates SNCF, et je vais vous faire une démo, de pouvoir facilement se transmettre les comptes rendus, les plans d'action, etc., bien formaliser les choses. Et donc, Sidex est directement, pour le coup, intégré à Teams chez nous, Office 365. Ah ouais, alors attends, je vais juste partager mon écran en dupliqué peut-être. Ouais. Et donc, Inès, la fondatrice de Sidex, on l'a rencontrée à Vivatech en 2022. Et même principe. Elle est venue toquer à notre porte sur le lab SNCF, qui est d'ailleurs, vous ne pouvez pas le manquer, après celui de LVMH, je crois que c'est le plus gros de Vivatech. Et on sera d'ailleurs encore cette année présent avec plein de démos. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des passes, à passer. Et si certains n'ont pas de passe pour Vivatech et se disent « Putain, c'est trop bête, j'aimerais bien en avoir un », potentiellement, je peux peut-être en avoir 2 ou 3 supplémentaires. Ça vaut 650 balles, quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en message privé, mais il n'y en aura pas pour tout le monde, bien évidemment. Et donc là, moi, j'emmène une délégation SNCF, comme d'hab, et en 2022, cette délégation-là a eu un contact avec Sidex, avec Inès, et on a tout de suite vu le potentiel de ce genre d'outils. Alors, comment ça se passe pour un groupe comme SNCF quand il y a une start-up et un échange avec une start-up au sein de l'IT? Il y a plein de choses, déjà, une fois qu'on a le bon interlocuteur, à voir ensemble. Déjà, le temps de la start-up, ce n'est pas le temps d'un grand groupe. Et ce qui est clair, c'est qu'entre le moment où on a l'échange à Vivatech et le moment où on qualifie convenablement la solution, et le moment où on se dit, bah tiens, est-ce que côté cyber, c'est robuste? Est-ce que c'est scalable? Parce que c'est bien de poker, mais si derrière, c'est juste faire un POC avec 50 utilisateurs et qu'on ne peut pas, vous avez vu le nombre de personnes, monter d'un cran beaucoup plus important et industrialiser le truc, c'est cuit d'office. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, c'est déceptif, le contact avec SNCF pour une start-up, c'est que quand on est seul dans son garage en train de bricoler un truc, ça peut être très cool et ça peut être très porteur de sens. Mais très vite, on se retrouve confronté avec un groupe comme SNCF au sujet de la cyber. C'est vraiment le premier truc quand on est une start-up, c'est comment est-ce qu'on rassure un grand groupe vis-à-vis de la cyber, et notamment un organisme d'intérêt vital comme SNCF, comme La Poste, Orange ou autres, qui sont multi-attaqués avec des centaines de milliers d'attaques journalières sur nos sites, avec tout un tas de hackers qui essayent de vraiment forcer nos murailles, quoi. Et donc là, il nous faut aussi des assurances qualité cyber avec tout un tas de dispositifs où on s'assure, avant de vraiment faire rentrer une start-up chez nous, de tout un tas de dimensions de qualification cybersécurité. D'ailleurs, on a quasiment dans le groupe 300 personnes qui font que ça au quotidien, de la cyber. Et d'ailleurs, au passage, on a une vingtaine de hackers éthiques au sein du groupe SNCF qui, eux, sont là
sans prévenir et peuvent forcer tous les systèmes et tenter de forcer tous les systèmes du groupe pour voir si on n'a pas laissé de faille nous-mêmes quand on POC un truc, voir s'il n'y a pas de faille vis-à-vis de ça. D'ailleurs, ce que j'ai évoqué sur le CV Maton qui va être en gare le 23 juin, là, en ce moment, on fait justement des marches à blanc, des tentatives d'intrusion en lien avec les hackers justement éthiques du groupe pour voir s'il y a des failles ou pas qui sont là. Et puis parfois, on a des bug bounty aussi où on donne quelques bouts de code, quelques entrées sciemment à des hackers éthiques avec qui on bosse pour détecter des failles et nous aider à les solutionner aussi derrière plus facilement. Donc tout ça pour dire que le premier truc, c'est une fois qu'on a l'interlocuteur, il nous faut la dimension cyber garantie. Et pour ça, il y a tout un tas d'examens, de schémas, de procédures à respecter. Et on a toute une équipe qui nous accompagne quand c'est comme ça. Ce n'est pas le 574 solo qui fait ça. C'est que là, on se met autour de la table avec des ingénieurs cyber et on regarde vis-à-vis de nos propres référentiels et de nos procédures si l'entreprise en face peut répondre à tous les questionnements et suffisamment safe pour nous. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. L'autre dimension, c'est la scalabilité et la dimension de plus en plus souveraineté, puisque le truc avec SIDEX qui est très bien, c'est la souveraineté française est assurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le prenez dans l'IA générative, nous on a créé une appli, groupe SNCF GPT, qui est multi-LLM. Dedans, on a du GPT-4o, du Claude, on va avoir du Gemini, on est en cours d'intégration de Mistral. Mistral, clairement, ça nous intéresse plus que d'aller chercher du DeepSeek ou du ChatGPT en vrai. Parce que, justement, on a cette dimension souveraineté avec un LLM qui a été... qui est origine France quoi, et / européen, et qui nous garantit déjà en plus moins de consommation énergétique que le reste, et aussi une réassurance par rapport à cette dimension souveraineté / aussi cyber, entraînement des modèles. Donc là, très clairement, et j'aurais dû être sûr de ne pas déranger, vous allez voir tous mes messages, c'est pas grave, j'ai un cœur de Jason. Et donc ouais, tout ça pour dire que bon interlocuteur, cyber, scalabilité, souveraineté, c'est vraiment les quatre éléments qui nous intéressent à fond. Et une fois qu'on s'est assuré de la qualité en fait, de la startup, avec le maître mot qui est quand même la transparence dès le départ. Si Inès avait été là, c'est un peu ce qu'elle aurait dû dire. En gros, là, j'essaye de faire les deux discours. Hein, excusez-moi, parfois je me rattrape, mais j'essaye de mettre à la place de tout le monde. Là, c'est quelqu'un qui voulait un pass pour Vivatech, qui l'a eu, donc il met... et donc, c'est en live total. Et donc, sur ce sujet-là, la transparence et la confiance, je vous donne juste un exemple. Récemment, on a eu en fait une start-up avec qui on travaille et avec qui on POC quelque chose. On lui avait dit de ne pas communiquer sur nos échanges et sur le fait qu'elle bosse avec le groupe SNCF pour son POC. Et sur LinkedIn, je suis assez, vous le verrez si vous allez sur mon profil, je suis assez, on va dire, impliqué sur ce réseau social. Je vois passer un truc sur la start-up et le groupe SNCF avec des éléments où on n'est même pas cité, où voilà, il manque plein de trucs, il y a plein d'incohérences. Sauf que moi, derrière, je me fais appeler tout de suite par la direction de la com en centrale qui dit « mais c'est quoi ce bordel ?» Il y avait un blackout com à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on voit passer des trucs SNCF d'une boîte voilà, alors que normalement c'est un blackout com qui était censé être présent. Alors je vous le fais très simplement, quand parfois vous avez des mouvements sociaux ou parfois vous avez des trucs un peu sensibles côté SNCF, on reçoit parfois des messages pour ceux qui ont un peu d'audience sur les réseaux sociaux qui disent voilà, ce serait malvenu de communiquer à ce moment-là parce qu'il y a d'autres enjeux voilà, médiatiquement, quoi. Et là, quand on voit ce truc-là passer et tout, donc là, la confiance, elle est un peu rompue, quoi. Déjà, voilà, c'est pas évident de toucher un grand groupe. Quand on part mal comme ça sur un truc comme ça, c'est difficile à récupérer quand même la confiance. Bon, là, pour le coup, on a réussi à recoller les trucs, mais ça a nécessité de ma part déjà un peu d'énergie pour retourner vers la com en centrale, puis un peu d'énergie aussi pour recadrer un peu la start-up quand même, quoi. Donc voilà, ce sujet de confiance et transparence, c'est ultra important. Alors, SIDEX, pourquoi est-ce que ça nous a intéressés? C'est ça peut-être le plus important. C'est que vous savez très bien que depuis, en gros, le Covid, on a de plus en plus de télétravailleurs, même s'il y a tout un mouvement qui tend à ramener les gens un peu plus en présentiel, il n'empêche,
les gens continuent chez nous à être à 1 à 2 journées selon les métiers en télétravail, hors métier opérationnel bien évidemment. Et puis on a tout un tas de plans de transformation dans les grands groupes. Actuellement, voilà, chaque société a un plan de transformation voilà, sur ses métiers ou sur des technos. Et on a toujours maintenant, quasiment dans les réunions, de multiples entités rassemblées. Vous avez vu le nombre de sociétés anonymes, le nombre de filiales. Et souvent, en fait, on a de la perte au feu dans les réunions, tout simplement parce que, déjà, en clair, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, si vous allez sur... Il y a eu un article de la Dépêche récemment là, qui disait qu'en moyenne, les salariés français passent 17 heures en réunion par semaine, et que sur ces 17 heures-là, vous avez que 10% du temps qui est cité comme étant productif. Donc c'est carrément ultra faible, quoi. Et donc, souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens, voilà, parfois prennent des notes à la voile sur un bout de papier, prennent des notes sur un Word à côté, sur un OneNote ou je ne sais quoi. D'autres vont aller faire leurs courses sur le Drive. Bref, on ne va pas forcément avoir une concentration maximale. Ce qui est génial avec SIDEX, et c'est pour ça que ça nous a plu, c'est que déjà, pour vraiment l'implémenter chez nous, ça a été... alors, ça n'a pas été simple techniquement parlant, hein. Il a fallu mettre tout un tas de techniciens autour de la table et de décideurs, parce qu'on laisse quand même accès à une boîte, à ce qu'on échange dans des confs, ce qu'on va se raconter dans des réunions, que ce soit en asynchrone ou en live, hein. Et je vais vous expliquer pourquoi la dimension asynchrone. Et en fait, là, il a fallu vraiment déjà un effort de conviction vis-à-vis du service utilisateur, la direction des services utilisateurs SNCF, pour mettre SIDEX sur un store pour des bêta-testeurs et pour pouvoir l'implémenter sur Teams. On n'est pas parti directement par la solution, on met ça, comme vous le voyez dans la marge là, sous Teams, SIDEX. À la base, on lançait un petit prog qui amenait Foxy, c'est le nom du bot quand vous ouvrez Teams, il s'appelle Foxy, vous le faites rentrer dans la conférence, et Foxy écoute la transcription du truc, hein, et Foxy est là pour ensuite soit interagir avec vous une fois que la réunion est terminée, soit enrichir le compte-rendu, lui mettre des templates qu'on a décidés ensemble et le faire ensemble. Et avant, pour les 50 premiers utilisateurs, c'était vraiment lancer une appli à part. Depuis là, on a décidé de cranter et de passer à 1000 utilisateurs. Alors en parallèle, on teste d'autres choses, hein. On a tous dans nos boîtes Copilot ou autres qu'on teste, etc. Mais SIDEX, là, déjà, le coût mensuel, il est très faible. Mais ça, voilà, Inès en parlera peut-être tout à l'heure si elle arrive à temps. Autrement, vous reverrez avec elle directement. Et autrement, l'efficacité surtout est super forte, quoi. Et donc, quand je reprends par exemple SIDEX, une fois que vous avez lancé votre réunion Teams, alors, il n'y a rien de... J'ai vérifié tout à l'heure, normalement, il n'y a rien de confidentiel, j'espère. J'espère bien. Et donc, vous lancez une réunion Teams et vous lancez tout de suite enregistrement et transcription directement. Et ça fait rentrer automatiquement le bot sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et une fois que vous avez fait quitter dans Teams, aussitôt, quasi, hein, dans les 15 secondes, vous avez votre compte-rendu qui apparaît dans l'onglet Réunion. Là. Bon, si je vais typiquement sur une réunion qu'on a eue avec une start-up, voilà, une très jeune start-up, Jane, alors j'en parle, je le mets là, qui bosse sur l'autoconsommation collective, eh bien, vous avez directement un template, là j'avais mis compte-rendu général, et donc ça va sortir, voilà, et c'est fourni, hein, quand je mets compte rendu général. Là, pour le coup, là, j'ai dû le corpa le truc. Hein, ça met vraiment des choses, même si c'est résumé, quand même beaucoup de choses. Donc, voilà, il y a de l'intro, il y a l'ordre du jour qui est rappelé, le compte rendu détaillé, si je veux. Hein, et puis, le plan d'action décidé. Voilà, et là, je suis vraiment dans le mode super dense. Quand je vais sur Foxy, je peux très bien lui dire qui a le plus parlé, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le bot qui peut vous dire, voilà, est-ce qu'il y a des... lors de la réunion, voilà, c'est normal. Quelles actions sont ressorties? Par exemple, si je veux détailler les actions qui sont sorties des échanges.
Et donc là, il va reprendre en fait toute la transcription et tout ce qu'il a pu écouter et avoir, et il va lister le truc. Donc là, il y a effectivement 4 actions qui sont sorties, etc. là-dedans. Après, vous pouvez dire quel a été le ton, par exemple, de la réunion. Et donc, à chaque fois, ça permet aussi d'avoir des éléments. Le ton de la réunion était professionnel et collaboratif. Et particulièrement échangé de manière constructive et sur les opportunités, machin. Il y avait un intérêt mutuel à explorer des synergies, etc. Bon, voilà, je voulais juste vous dire, à travers ce petit point-là, que vous avez directement la possibilité, soit de récupérer toute la transcription, hein, vous l'avez là, elle est là. La synthèse, j'ai pris compte rendu général, mais j'aurais pu choisir un template complètement autre. Hein. Vous avez tous les templates qui sont là, une synthèse générale, compte rendu, les actions à entreprendre, une synthèse de réunion commerciale. Et à chaque fois, forcément, on l'a brandé ça pour que ça soit exportable en PDF avec le logo SNCF, etc. Je vais vous montrer. Si je fais, par exemple, j'avais vu un truc, rapport par sujet. Donc là, la synthèse se régénère, donc ça va prendre quelques secondes. Et vous allez avoir une autre forme en fait, de compte-rendu qui va être beaucoup plus ciblé sur le template que vous avez décidé à votre niveau. Alors parfois, ça prend un peu plus de temps selon la densité. La réunion avait duré combien de temps là 20 minutes, pour le coup, elle n'était pas si longue que ça. Je crois que c'est Inès qui doit apparaître, peut-être. Et donc c'est Inès, super. Et donc contexte de la réunion, voilà les sujets qui ont été abordés, vous avez vu, ça met sujet 1, 2, 3, conclusion. Et puis après, je peux le charger. Je peux charger le PDF, la synthèse. Et moi, je terminerai là avant de... Et je vais permettre à Inès de prendre de sa respiration. Et puis, comme ça, vous avez vraiment la synthèse qui apparaît avec le template que j'ai choisi et le logo SNCF, Sidex/SNCF. C'est comme ça qu'on l'a voulu, pour montrer qu'on travaille avec ce bot et que ce compte-rendu a été généré notamment par cette solution-là. Est-ce que vous avez des questions ça permettra à Inès d'arriver tranquillement. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Ouais, une petite question, Loïc. Est-ce que, donc là, c'est dans le Teams en prototype, et quand est-ce que c'est prévu d'être déployé dans les DSI? Alors en fait, là, comme je disais, on est passé de 50 utilisateurs, là on crante à 1000, 2000, et on a une phase d'inscription là en ce moment. En fait, c'est un peu de la cooptation au départ sur ce sujet-là. Dès qu'on fait une conf quelque part et qu'on parle de la solution, en gros, souvent, les gens derrière nous disent moi, je veux signer. Et là, pour le coup, quand tu viendras au 574, puisque c'est prévu prochainement, voir c'est les matons là, et on fera en sorte de pouvoir t'habiliter directement derrière, et comme ça, ça apparaîtra après 2 manips, hein, c'est ultra simple, dans Teams dans la foulée, quoi. Bon, partout, je l'ai présenté en vrai, en interne, dans les codir ou autres, les gens le veulent parce que c'est un gain de temps de dingue, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis surtout, ça permet d'avoir une traçabilité forte et de se partager les éléments. Inès, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous m'entendez? Désolée pour ce petit retard. On a eu des petits soucis de train, mais on est bien arrivé. Je suis ravie de prendre cette présentation en cours de route. Merci Loïc d'avoir pu démontrer un petit peu la solution. Ce que je vais faire pour démarrer, c'est d'abord me présenter un petit peu notre parcours chez Sidext, et ensuite discuter un peu plus sur la collaboration qu'on a menée depuis près de 2 ans, presque 2 ans maintenant avec la SNCF. Donc, pour vous expliquer, je suis la fondatrice de Sidext. Je suis la CEO, donc je gère toute la partie stratégie, business développement et toute la relation avec les grands comptes. Mon expérience se résume à quelques années dans tout ce qui était cyber, IoT, IA,
principalement dans tout ce qui était stratégie encore et business development, dans tout secteur scale-up, grand groupe, etc. Et j'ai démarré Sidext avec une conviction, c'est de résoudre une problématique qui était claire pour moi, comment faire en sorte d'automatiser les tâches chronophages, et évidemment la réunionite qui était le premier fléau des grands groupes, et de se dire comment faire en sorte d'être beaucoup plus productif, plus efficace, en utilisant des solutions technologiques qui étaient pour moi assez évidentes à l'époque, qui étaient de l'IA. Donc en 2022, on rigolait un petit peu du sujet d'un assistant automatique, parce que il n'y avait pas de chat GPT, donc on avait du mal à se projeter d'avoir une IA qui était tangible. Et rapidement, avec évidemment cet effet boule de neige qui a été OpenAI, a éveillé de plus en plus de curiosité auprès des grands groupes et nous a permis de collaborer avec de nombreuses entreprises au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est une équipe d'une 20aine de personnes. On a fait une belle levée de fonds l'année dernière et on est dans une phase de croissance aujourd'hui avec plusieurs grands groupes en tant que clients, des ETI et des entreprises qui justement veulent évidemment mettre en place des solutions d'IA et les mettre en place de manière sécurisée et confidentielle. Et notre but était justement d'avoir un service français, mais aussi sécurisé et souverain. Et la collaboration donc, a démarré de manière assez intuitive dans un événement comme ce qu'on a aujourd'hui. J'ai parlé de Vivatech 2022, notamment à l'Assemblée. Il y a eu Vivatech, mais avant ça, en fait, c'était via le Hub Institute que j'avais rencontré quelques personnes du réseau SNCF que j'ai à nouveau rencontré à Vivatech, avec lesquels on a noué une relation au fur et à mesure et qui a fait que petit à petit, on a compris les différents besoins, parce qu'un besoin d'un grand groupe n'est pas le même qu'un autre. En fait, la réunionite est globale, mais il y a des sujets qui leur sont propres, des sujets métiers, des sujets terrain, des sujets sectoriels, et notre but, c'était de comprendre exactement comment on allait mener en fait les différents travaux. Donc au fur et à mesure, c'était vraiment au début des cas d'usage qu'on allait regarder avec eux, parce que pour nous, en tout cas, l'accompagnement est clé. Surtout pour les grands groupes, il y a un vrai sujet où donner en fait une solution d'IA à 2000 personnes et leur dire débrouillez-vous et utilisez ça, ça ne fonctionne dans la plupart des cas quasiment pas. Donc notre but a été vraiment de comprendre. Et donc Loïc, alors je n'ai pas pu assister au début, mais j'imagine que tu as présenté donc, la plateforme Sidext. Est-ce que tu as un petit peu parlé des clés de succès, de ce qui a fait justement... En fait, j'ai fait quasi que ça. Okay. Que parler des 4 ou 5 marqueurs forts nécessaires sur la dimension déjà confiance et transparence initiale. Ça, c'était vraiment le premier point. Puis après, on a parlé cyber, scalabilité, forcément. La dimension de cranter par les cas d'usage et la création de valeur et de monitorer tout ça, c'est vraiment super important. Et il y a un cas d'usage sur l'asynchrone que j'évoquais tout à l'heure, mais que je n'ai pas forcément cité. Et je trouve ça intéressant de l'évoquer parce que là, je vous ai fait la démo Teams, comment récupérer les éléments, les templates, interagir avec Foxy, le bot conversationnel. Là, on a testé un truc au site Assistance de Rennes, qui est une plateforme pour les chefs de bord. Quand ils ont un problème à bord d'un train, ils appellent ce site Assistance qui va les aiguiller sur soit une réponse réglementaire, soit une procédure, par exemple un problème de porte ou quoi sur un matériel. Et tout ça, c'est enregistré. Et le lendemain, il y a un opérateur qui tape à la main tout ce qui a été dit par conversation téléphonique la veille. Un truc carrément galère, 1 heure pour taper des trucs. Donc là, on a récupéré des extracts des fichiers audio. On a mis ça dans Sidext et on a demandé en mode journalistique, fais-nous un résumé, donne les faits saillants, etc. Et on a fait gagner un temps dingue à ces opérateurs qui galéraient à faire de la saisie, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le terrain et le secteur. C'est vraiment important en fait de communiquer à ces différents métiers parce que nous, par notre fenêtre start-up, on n'aurait jamais imaginé cette utilisation en interne. Et je pense que c'est vraiment cet échange et cette proximité qui est importante. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des mastodontes et des entreprises qui peut-être peuvent être un petit peu décorrélées des besoins terrain, des besoins de chaque métier. Et le fait de pouvoir travailler avec des startups qui sont agiles et qui ont cette possibilité de communiquer et d'échanger régulièrement avec les équipes, c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos clients de par notre accompagnement. Le fait aussi d'avoir le meilleur des deux mondes, donc ce qu'on va
sortir aussi avec la SNCF, c'est l'intégration Teams. Donc on a un partenariat stratégique avec Microsoft. On sait que la plupart de nos clients utilisent Microsoft. Et en plus d'être intégré à Teams, on va être intégré en natif, comme si en fait vous avez un copilote, sauf que c'est un copilote français, avec Sidex, dans lequel vous avez la possibilité d'assurer donc toutes vos réunions directement dans votre interface Teams, que vous allez avoir en fait la possibilité de rentrer tous vos comptes rendus, etc., sans quitter votre plateforme que vous utilisez au quotidien. Ce partenariat avec Microsoft est stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Microsoft a décidé de nous faire confiance en pensant que le marché français avait besoin aussi d'un outil souverain, agile, qui avait la possibilité d'aller traiter en fait d'autres demandes que eux n'ont pas réussi à traiter, comme le présentiel, les réunions en présentiel, les réunions en hybride, les réunions multiplateformes. Donc si vous avez des clients, des partenaires qui utilisent Zoom, Google Meet, WebEx, le fait de pouvoir avoir une plateforme qui fait tout, et sans contraindre en fait le client de choisir en fait soit Copilot, soit Sidex, mais plutôt d'avoir un Sidex dans Microsoft en interne pour qu'ils aient en fait toute la possibilité d'avoir accès à toutes les fonctionnalités directement. Et au fur et à mesure, donc en tout cas, mon rapport au succès Startup Grand Groupe est le suivant. C'est une co-construction. On n'arrive pas avec un produit clé en main, mais un produit qui est personnalisable, donc pas personnalisé, parce qu'on n'est pas une entreprise de développement qui va faire du cas par cas, mais une entreprise qui a la possibilité d'être assez agile et a des fonctionnalités qui sont personnalisables au métier, au secteur, de pouvoir évidemment répondre aux besoins des métiers et surtout de pouvoir avoir accès très rapidement à des technologies de manière plus agile que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur le marché. Nous, avec Sidex, on sort des fonctionnalités quasi tous les mois. En fait, on écoute les besoins et les problématiques que nos utilisateurs perçoivent. Et avec ça, en fait, nos équipes de développement créent des priorités et chaque mois, on arrive à sortir très rapidement des retours par rapport à ça. Même Microsoft nous a choisis dans leur programme parce qu'on avait cette possibilité, cette agilité de proposer des fonctionnalités très rapidement, notamment le cas de la personnalisation. Je ne sais pas si on l'a montré, mais à travers tout ce qui est glossaire, tout ce qui est compte-rendu beaucoup plus détaillé, etc. Donc c'est ces sujets-là. Et évidemment, la sécurité des données qui est un enjeu que tu as déjà évoqué précédemment. Ce qui est fort avec cette solution-là, c'est, vous savez, dans les grosses boîtes, dès que ça émane un peu trop, dès que c'est un peu trop jacobin, on impose une appli, on impose un process strictement, le niveau d'adhésion et le niveau d'acceptation, il n'est pas toujours au top. Là, on a préféré justement vraiment partir du terrain et des besoins terrain, identifier les besoins métiers. Et c'est pour ça qu'au final, on est parti on est une machine à POC, nous, les 574. On est là pour tester des choses, créer aussi les conditions de mesurer tout ça, la création de valeur. Et quand on est parti avec les 50 premiers bêta-testeurs, entre deux, ça n'a pas été toujours si simple, parce qu'on a aussi des gens qui ont d'autres intérêts dans les grands groupes, pas forcément celui de bosser avec des gens en local, justement cette dimension jacobine parfois qu'on peut avoir. Mais quand on a en conviction créé aussi tout un questionnaire aussi de mesure de la SAT, vraiment chaque mois où on monitorait tous les gains en fait, à apporter, qu'on a mis ça face à certains qui pouvaient être un peu bloquants dans le truc. On a convenu en fait qu'il fallait aller vraiment sur quelque chose à plus grande échelle. Et là, ce que tu évoquais, Régis, tout à l'heure, qui est de la DSI TGV. Régis, merci pour ta question. Ce n'était pas préparé, mais là, pour le coup, toi, tu n'étais pas au courant forcément. Parce que justement, plutôt que ça vienne par une com d'entreprise strictement descendante, là, à chaque fois qu'on intervient quelque part, on en parle. Et c'est comme ça qu'on fait grossir le portefeuille en fait, de bénéficiaires. Oui, tout à fait. Et aussi de montrer qu'il y a une collaboration franco-française qui peut exister, d'avoir un grand groupe français avec une start-up française, que ce n'est pas quelque chose
qui reste de l'ordre de l'imaginaire. En fait, on a réussi à mettre ça en œuvre et on a réussi aussi à scaler ça parce que la plus grosse difficulté de collaborer avec une start-up, c'est de passer au-delà du POC et de se dire, bon, on a testé sur un périmètre, est-ce que cette entreprise est assez stable? Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour travailler avec elle sur un périmètre beaucoup plus élargi, sur plusieurs années? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à cette start-up? Et c'est des challenges que tout le monde rencontre aujourd'hui. Et on a réussi donc à co-construire ça ensemble. Nous, en tant que start-up, on a le devoir d'avoir une stabilité aussi financière, de pouvoir aussi lever des fonds, avoir plusieurs clients et pas être en relation qu'avec un seul client, parce que ça crée aussi une certaine dépendance, et plutôt de se dire, de rassurer en fait le client en se disant, on travaille déjà avec d'autres grands groupes, on travaille sur des périmètres qu'on peut aussi vous apporter, parce que ça crée une valeur ajoutée, on parle avec différents DSI, donc on a pu voir aussi d'autres choses, et notre but c'est de vous apporter de la valeur avec ce qu'on a pu remarquer. Au-delà de ça, c'est aussi de se dire qu'il y a des solutions françaises qu'on peut apporter même à l'international, et c'est justement en créant des synergies déjà sur notre territoire qu'on va permettre à des solutions françaises d'émerger et de se dire demain, les géants ne seront plus peut-être américains, mais peuvent être aussi français. Et c'est vraiment avec cette conviction, et il faut qu'on démarre déjà chez nous, avant de se projeter là-dessus. Il y a un vrai effet aussi je pense, au-delà de la scalabilité, mais de confiance à créer, ou de se dire avec une start-up française, évidemment qui est stable et fiable, on a cette possibilité d'être assez en confiance sur nos données, sur les lois RGPD, l'AI Act, qui est aux dernières nouvelles encore à peaufiner, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de réglementations au vu de l'environnement politique, au vu de l'instabilité actuelle. On se demande réellement quand est-ce que les entreprises vont pouvoir être complètement indépendantes, quand est-ce que les solutions du marché vont être de plus en plus, les entreprises ne seront pas dépendantes d'une seule et même solution. Et on commence à avoir de plus en plus ce retour, en tout cas, de clients. Et notre but, évidemment, c'est de pouvoir travailler aussi en collaboration avec Microsoft, Google, etc., pour faire en sorte, on ne peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain, mais pour faire en sorte d'avoir une transition qui soit facile, qui soit intégrée, et que nos clients puissent utiliser ça le plus rapidement possible. Voilà, donc ça c'est l'un de mes retours. Inès, je crois qu'il nous reste 3 minutes pour prendre une ou deux questions. Oui, bien sûr. Allez-y. Tout à fait, on peut prendre une ou deux questions si vous en avez. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question qui n'a pas été abordée. Enfin, c'était plutôt la question des coûts, parce que l'IA, ça a un coût financier, un coût écologique, et donc plutôt je vois très bien la valeur là sur les cas que vous avez démontrés, sur le temps, comment on s'assure que tout ce qu'on va dépenser dans l'IA continue à apporter de la valeur sur le long terme. Voilà. Alors, je peux démarrer là-dessus. La manière dont on réfléchit chez Sidex, c'est quel est le retour sur investissement de nos clients. Notre but, c'est pas de se dire l'IA coûte cher, donc forcément le prix va être cher. En fait, pour nous, c'est plus de se dire quel est le retour sur investissement. Et pour ça, on a construit tout notre business model autour de ça. C'est que notre but, c'est qu'à travers l'accompagnement et à travers l'usage chez vous, c'est à ce moment-là que le business model de Sidex va être le plus favorisant pour nous. Pour ça, nous, on a deux business models. Un à la licence classique que vous pouvez retrouver avec un tarif plutôt attractif par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et un deuxième business model qui est plutôt à l'usage. Donc, vous avez autant d'utilisateurs que vous voulez sans coût supplémentaire. Et en fait, si c'est utilisé avec un engagement au volume d'heures, dans ce cas-là, c'est sur cet engagement-là que nous, en tant que start-up, on est rémunéré. Ce qui nous pousse, nous, à vous accompagner et à faire en sorte, en fait, que les métiers utilisent réellement ces outils et que ces outils ne sont pas juste intégrés dans les pratiques en ayant une personne sur 3 qui l'utilise. Voilà. Après, je pense qu'il y avait aussi cette référence à tout ce qui va être bilan carbone et tous ces sujets, effectivement, qu'il faut monitorer. Et là,
solution SIDEX à proprement parler, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je parlais tout à l'heure de groupe SNCF GPT qui a été ouvert à 100 000 collaborateurs, donc c'est énorme. Et derrière, je vous ai cité tous les LLM possibles. Nous, on a en fait 3 drivers sur l'IA générative. Ça en fait partie aussi en lien avec SIDEX, mais pas que. C'est pour ça que je fais référence à groupe SNCF GPT. Premier truc, c'est que ça soit des usages qui soient les plus accessibles possibles, sans fracture numérique supplémentaire par rapport aux outils du quotidien. Ça, c'est vraiment le premier driver. C'est si on confie des outils à des gens, il faut les accompagner. Il faut quand même que ces personnes ne soient pas laissées comme ça sur le bord de la route avec leurs propres outils. Deuxième sujet, c'est toujours d'avancer par les cas d'usage quand il s'agit d'IA. C'est-à-dire pas faire de l'IA pour de l'IA et faire mumuse avec. C'est vraiment investiguer les cas d'usage à création de valeur forte. C'est un peu ce que dit complètement Inès sur comment est-ce qu'elle identifie la création de valeur pour les entreprises. Et le troisième truc, c'est le monitoring de 4 choses au sein du groupe. Et c'est pour ça qu'on a un comité IA générative mensuel avec des représentants de chaque société anonyme et filiale. C'est on regarde l'impact cyber de l'IA, puisque l'IA a permis aussi aux attaquants de se muscler encore plus. Et donc, on regarde les impacts cyber de l'IA. On regarde le deuxième sujet qui va être celui de tout ce qui va être impact sur les emplois et les compétences. Ça, c'est vraiment le deuxième sujet qu'on souhaite monitorer. Le troisième sujet, il va être sur la dimension green. Et là, en fait, pour ce sujet-là, on a vu qu'on bosse aussi avec des offreurs de solutions de stockage de data. On sait aussi dire quel est le bilan carbone des prompts, entre guillemets, des salariés sur l'outil groupe SNCF GPT. Et j'ai dit qu'il y en avait 4. J'ai parlé de l'humain, j'ai parlé, je ne sais plus, mais voilà, il m'en manque un. On va pouvoir s'arrêter là, je pense, de toute façon. Ok. Merci Loïc, merci Inès. Merci beaucoup. Merci.